Dans la nature, tout est lié. C'est une évidence que tout le monde apprend dès l'enfance, mais rares sont ceux qui ont vraiment réfléchi à ce qu'elle signifie. Pourtant, si nous avions été davantage conscients de ces liens, bien des erreurs auraient pu être évitées. Cela dit, en réparant leurs erreurs, les êtres humains peuvent aussi aider les écosystèmes à retrouver leur équilibre d'origine. Bonjour à tous! L'histoire du cheval de Przewalski et l'expansion du désert de Gobi en sont un parfait exemple. À première vue, ces deux sujets semblent n'avoir absolument aucun rapport. Pourtant, ils sont en réalité étroitement liés. Plus étonnant encore, des chercheurs ont confirmé que l'évolution de la population des chevaux de Przewalski et la progression de la désertification s'influencent mutuellement. Mieux encore, ces mêmes scientifiques ont découvert qu'il était possible d'exploiter ce lien pour résoudre plusieurs problèmes environnementaux en une seule fois. Bienvenue sur Perdu Chan. Commençons sans plus attendre, étape par étape. L'histoire du sauvetage du petit cheval. Le cheval de Przewalski est une espèce de cheval sauvage qui fut porté à la connaissance des scientifiques européens en 1879 par l'explorateur Nikolai Przewalski. Lors de son expédition, celui-ci reçut en cadeau la peau et le crâne d'un cheval abattu par des chasseurs locaux dans le sud de la Dzungarie. En 1881, le zoologiste Ivan Polyakov en publia la première description scientifique sous le nom d'Ecus Przewalski, en l'honneur de l'explorateur. Jusqu'à une époque très récente, on pensait que le cheval de Przewalski était l'un des ancêtres du cheval domestique. Cependant, les progrès de la génétique moderne, et en particulier des analyses d'ADN, ont démontré que cette théorie était erronée. Les chercheurs ont découvert que les cellules du cheval de Przewalski possèdent 66 chromosomes, contre seulement 64 chez le cheval domestique. Depuis, l'origine exacte du cheval de Przewalski continue de faire débat. C'est d'autant plus vrai depuis que son étroite parenté avec les chevaux de la culture de Botaï a été mise en évidence. S'il y a bien une seule certitude, c'est que cette espèce est le dernier véritable cheval sauvage encore présent sur Terre. Ce cheval est plus petit et plus trapu que la plupart des races domestiques européennes. Il mesure environ 200 à 250 cm de long, entre 124 et 153 cm au garrot, pour un poids de 230 à 350 kg. L'une des caractéristiques les plus reconnaissables est la bande sombre qui longe son dos. En réalité, l'âge d'or du cheval de Przewalski était déjà terminé bien avant que le célèbre explorateur ne le découvre. La principale raison de son déclin fut l'expansion des activités humaines dans les steppes. Les immenses troupeaux de chevaux domestiques repoussèrent progressivement les chevaux sauvages hors de leur pâturage naturel. Bien sûr, les loups des steppes, leurs prédateurs naturels, contribuèrent eux aussi à cette diminution. Mais la cause principale de son déclin fut, comme souvent, l'activité du véritable superprédateur. Vous avez déjà sans doute deviné de qui il s'agit. Autrefois, le cheval de Przewalski occupait pourtant un immense territoire, du Kazakhstan jusqu'à la Chine et à la Mongolie. Mais dans les années 1940, son aire de répartition s'était considérablement réduite. Il ne survivait plus que dans la région frontalière entre la Chine et la Mongolie, la même où les Européens l'avaient découvert pour la première fois. Puis, après 1969, plus personne n'en observa un seul individu à l'état sauvage. Et c'est justement dans cette région désertique que commença symboliquement la seconde naissance de ce cheval sauvage. Son histoire évolutive ne s'arrêta pourtant pas là. Elle prit un nouveau tournant, ce qui permit à l'espèce d'échapper à une extinction définitive. Car avant cela, plusieurs individus avaient été capturés puis transférés dans des zoos à travers toute l'Europe. Le cheval de Przewalski s'adapta remarquablement bien à la captivité, et l'on découvrit même qu'il pouvait se reproduire avec différentes races de chevaux domestiques. Et contrairement à ce qui se produit chez de nombreuses autres espèces, les descendants issus de ces croisements conserveraient pleinement leur capacité à se reproduire. Ainsi, même si le cheval de Przewalski disparut dans la nature dans les années 1960, il survécut derrière les clôtures des zoos. À la fin des années 1980, une population d'environ 1000 individus avait été reconstituée en captivité à partir d'à peine 12 à 14 animaux fondateurs. Pendant un temps, cette espèce ne subsista donc plus qu'en captivité, ce qui revenait, d'un point de vue écologique, à être pratiquement morte.
Mais à la fin des années 1980 débuta un projet extraordinaire. Réintroduire le cheval de Przewalski dans son habitat naturel. Défiant aussi bien le cours de la nature que les conséquences des activités humaines, cette espèce, poussée au bord de l'extinction, obtint enfin une nouvelle chance de survivre. Ces chevaux robustes et remarquablement adaptés à leur environnement furent relâchés par petits troupeaux dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, en Ukraine, dans les steppes de Daourie, ainsi que dans les steppes de Mongolie. Mais le projet le plus fascinant de restauration d'une population sauvage de chevaux de Przewalski en dehors des eaux est sans doute celui mené par les scientifiques chinois. Et si la Chine s'est engagée dans cette initiative, ce n'était pas uniquement pour sauver le dernier cheval sauvage de la planète. Derrière cette décision se cachaient aussi des motivations bien plus pragmatiques et économiques. Le problème de l'aridification en Chine. Il s'agit d'un problème bien réel, étroitement lié à l'aridification, c'est-à-dire à la diminution progressive de l'humidité du climat, qui favorise l'expansion des déserts dans le nord de la Chine. Chaque année, le désert de Gobi gagne un peu plus de terrain. Ces effets se font sentir jusque dans la capitale chinoise, située pourtant à des milliers de kilomètres du désert. Il arrive que les vents venus du désert transportent jusqu'à Pékin plusieurs millions de tonnes de sable. De plus, les tempêtes de sable de grande ampleur deviennent de plus en plus fréquentes. Cela dit, il serait faux d'attribuer l'extension des terres dégradées au seul climat. Dans de nombreuses régions du nord de la Chine, les activités humaines, le surpâturage, la mise en culture des prairies et la surexploitation des ressources en eau ont encore aggravé la situation. À cause de ces pratiques, la végétation a disparu et les sols sont devenus beaucoup plus vulnérables à l'érosion éolienne. Afin de stopper la transformation de vastes territoires en terres stériles et d'augmenter les surfaces agricoles exploitables, la Chine a lancé plusieurs projets de grande envergure. Certains ont porté leurs fruits, tandis que d'autres se sont soldés par un échec. En 1978 fut lancé le projet des Trois Nords, également connu sous le nom de Grande Muraille Verte, l'un des plus vastes programmes de reboisement au monde. Son objectif principal était de planter des milliards d'arbres afin de freiner l'avancée du désert. L'idée était parfaitement logique et n'avait d'ailleurs rien de nouveau. Depuis longtemps déjà, de nombreux pays du Sud confrontés à la sécheresse utilisent des brise-vents forestiers pour limiter la progression des déserts. Les arbres freinent la force du vent. Leurs racines stabilisent le sol et réduisent son érosion. Mais dans ce cas précis, le reboisement ne produisit pas les résultats espérés. En effet, certaines régions du désert de Gobi ne reçoivent que 35 à 55 mm de pluie par an, alors que l'évaporation y dépasse les 3800 mm. Dans de telles conditions, la plupart des plantes sont incapables de survivre. En pratique, une grande partie des jeunes arbres plantés mourraient, et seuls ceux bénéficiant d'une irrigation artificielle parvenaient à survivre. Résultat, les coûts d'entretien des plantations ne cessaient d'augmenter, tandis que leur efficacité restait très inférieure aux attentes. En résumé, cette expérience amère a conduit les écologues modernes à conclure que le reboisement massif est peu efficace dans ce type de région aride. Pire encore, ils ont découvert que ces plantations pouvaient avoir un effet inverse en abaissant le niveau des nappes phréatiques et en privant les plantes locales de la faible quantité d'eau dont elles disposent naturellement. Et ce n'était pas le seul problème du reboisement. Au lieu de planter une grande diversité d'espèces, on ne plantait qu'une ou deux essences d'arbres. Or, ces plantations monospécifiques résistaient beaucoup moins bien à la sécheresse que les écosystèmes végétaux diversifiés, étaient plus vulnérables aux ravageurs et finissaient inévitablement par dépérir sans une intervention humaine permanente. Deux problèmes, une seule solution. Après avoir constaté que le reboisement ne suffisait pas, les écologues chinois ont commencé, à la fin des années 1980, à proposer une approche totalement nouvelle. Son principe était, en apparence, d'une grande simplicité. Au lieu de créer artificiellement des forêts là où il n'y en avait jamais eu, ils ont proposé de restaurer les steppes et les semi-déserts qui occupaient naturellement ces territoires. Les chercheurs se sont alors rappelé le rôle essentiel que jouaient autrefois les grands herbivores, comme les bisons et les chevaux sauvages. C'est ainsi qu'est apparue la possibilité de résoudre simultanément deux problèmes qui semblaient pourtant sans aucun lien. Restaurer les populations de chevaux de Przewalski et enrayer la dégradation des steppes et des semi-déserts. Très vite, ces deux initiatives ont commencé à se renforcer mutuellement. Mais pourquoi les chercheurs se sont-ils tournés en priorité vers le cheval de Przewalski ? La réponse est simple.
parce que cette espèce a précisément évolué dans les conditions naturelles de l'Asie centrale. Rappelez-vous, ce cheval sauvage a été découvert pour la première fois et où il a survécu le plus longtemps à l'état naturel. C'était dans les steppes et les semi-déserts de la Dzungaryr. Autrement dit, cette région est son véritable berceau. Les écarts extrêmes de température, le climat aride, la végétation clairsemée et les longues distances à parcourir pour trouver de l'eau constituent précisément l'environnement auquel le cheval de Przewalski s'était adapté au fil de son histoire. Mais quels effets les chercheurs espéraient-ils obtenir en réintroduisant des troupeaux de chevaux sauvages? En réalité, tout reposait sur leurs sabots. En se déplaçant à travers les steppes, les troupeaux ameublissent naturellement la surface du sol. Vous vous demandez sans doute en quoi cela peut être utile. Dans les régions chaudes et arides, les terres dégradées se recouvrent d'une croûte dure qui empêche l'eau de pénétrer dans le sol et d'y rester. Ainsi, les rares pluies s'évaporent souvent avant même d'avoir pu s'infiltrer. Imaginez maintenant le sol après le passage d'un troupeau de chevaux. Chaque animal pèse plus de 230 kg. Sous l'effet de milliers d'impacts de sabots, cette croûte se fissure, d'innombrables petites dépressions apparaissent et l'eau de pluie s'infiltre beaucoup plus facilement dans le sol. Bien entendu, cet effet n'existe que lorsque le nombre d'animaux reste raisonnable. À l'inverse, un surpâturage endommage la végétation et favorise l'érosion des sols. Mais sur les immenses étendues stériles du nord de la Chine, les effets bénéfiques étaient de loin supérieurs aux effets négatifs. Mieux encore, les empreintes laissées par les sabots accumulent des graines et de la matière organique transportée dans les poils et sous les sabots des chevaux. Les chevaux dispersent ainsi naturellement des graines sur des centaines de kilomètres à travers leur territoire de pâturage. Autrement dit, sans aucune intervention humaine, le sol est d'abord préparé au semis, puis les graines y sont naturellement déposées. Mais ce n'est pas tout. Le simple crottin de cheval joue lui aussi un rôle essentiel dans la restauration des terres désertifiées. D'ailleurs, les étalons déposent leurs crottins sur des points élevés afin de marquer leur territoire et de le signaler aux autres troupeaux. Et bien sûr, ces déjections restent ensuite sur les pâturages comme un produit naturel de l'activité des animaux. Comme vous le savez, le crottin de cheval est riche en azote et en phosphore, retient bien l'humidité et constitue un milieu idéal pour le développement des bactéries et des champignons. Les graines végétales survivent au passage dans le système digestif et, au contraire, leur enveloppe s'attendrit, ce qui facilite leur germination. Tombées au sol avec cet engrais naturel, elles germent rapidement et deviennent ensuite une nouvelle source de nourriture pour les animaux. En somme, ces chevaux étaient de véritables alliés de la nature à quatre pattes. Les résultats de l'expérience. Bien sûr, il y a une différence entre une théorie et les résultats obtenus sur le terrain. Contrairement à ce que laissent entendre certains articles sensationnalistes, les chevaux sauvages n'ont pas arrêté le désert de Gobi. Même plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de chevaux sauvages ne suffiraient pas à stopper l'avancée du désert. Il est plus juste de dire que le cheval de Przewalski est devenu l'un des mécanismes naturels les plus efficaces pour restaurer l'écosystème des steppes de Dzungaryr. Et lorsque l'on parle du rôle des chevaux sauvages dans la restauration des terres dégradées de Dzungaryr, il ne faut pas oublier les autres facteurs. La mise en place de mesures de protection de la nature, les programmes de reboisement et le développement des infrastructures hydrauliques ont eux aussi joué un rôle essentiel. Il est donc très difficile d'évaluer précisément la contribution de la protection et de la réintroduction du cheval de Przewalski, indépendamment de tous ces autres facteurs. Une chose est cependant certaine, l'état des steppes de Dzungaryr s'est nettement amélioré, le nombre d'espèces de plantes herbacées a augmenté, et un écosystème de pâturage stable s'est progressivement reconstitué. Grâce à cette amélioration de l'environnement, la population de chevaux de Przewalski dans la plaine de Dzungaryr s'est également mise à croître rapidement. En décembre 1986, les 11 premiers chevaux furent transférés au centre de reproduction au Xinjiang. En avril 2026, les autorités chinoises ont annoncé que la population sauvage du seul Xinjiang avait atteint 392 individus. La majorité d'entre eux vivent aujourd'hui dans le bassin de Dzungaryr et dans la réserve naturelle de Kalamaili. À ce propos, les médias évoquent souvent le chiffre de 11 chevaux transférés depuis des eaux européens vers la Chine. C'est exact pour le tout premier transfert, mais plusieurs autres suivirent ensuite, portant le total à une vingtaine d'animaux. Il n'est pas exact non plus d'affirmer que ces chevaux furent relâchés dès 1986,
dans un désert presque mort. Il s'agissait d'une expérience scientifique rigoureuse, au cours de laquelle les chevaux se sont adaptés à la vie sauvage en 3 étapes. Dans un premier temps, ils furent élevés dans un centre de reproduction spécialisé, où ils formèrent des troupeaux stables tout en s'habituant au climat local. Ils furent ensuite transférés dans de vastes prairies clôturées, couvrant plusieurs centaines d'hectares. Les conditions y étaient proches de la vie sauvage, même si un apport de nourriture était parfois assuré durant l'hiver, lorsque cela s'avérait nécessaire. Le 28 août 2001, 15 ans après l'arrivée du premier groupe, 27 chevaux furent relâchés dans la réserve naturelle de Kalama-Aili, dans le bassin de Dzungari, au Xinjiang. La mission de ces premiers groupes était avant tout de survivre, s'adapter au climat, apprendre à trouver de la nourriture et de l'eau, puis former des troupeaux stables. Ce n'est que quelques années plus tard que leur population a commencé à croître dans un environnement entièrement naturel. En 2013, 127 chevaux de Przewalski vivaient en Dzungari et dans la réserve naturelle de Kalama-Aili, répartis en 16 troupeaux. Fait intéressant, on y trouve des harems, composés d'un étalon, de plusieurs juments et de leurs poulains, regroupant généralement entre 8 et 15 individus. Il existe également des groupes de jeunes mâles célibataires. Certains guettent activement l'occasion de former leur propre harem, tandis que d'autres profitent peut-être tout simplement de leur vie de célibataire, sans aucune contrainte. Aujourd'hui, la Chine abrite plus de 900 chevaux de Przewalski, soit environ un tiers de la population mondiale. Il reste encore un long chemin à parcourir avant que le désert ne se transforme en un paradis verdoyant. Malgré tout, l'un des résultats les plus remarquables de ces efforts est qu'une partie de la Dzungari, occupée pendant des décennies par des paysages désertiques et semi-désertiques, retrouve peu à peu ses steppes d'origine et devient progressivement un véritable paradis pour ces petits chevaux vivant en liberté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à la partager avec vos amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.